Merci Marie, merci à toutes. Effectivement, voilà, on enchaîne avec un dernier temps de travail qui va un petit peu nous décadrer ou nous recadrer, je ne sais pas, par rapport au RIED, avec un double enjeu, c'est-à-dire d'une part nous redéplacer vers les questions de formation autour de tout ce qu'on a travaillé depuis hier, quels sont les enjeux, comment ça se passe et comment on interprète aussi nos possibilités d'action du point de vue de la formation autour de ces questions. Et puis un deuxième enjeu qui sera l'objet un petit peu de l'ouverture de la discussion, c'est quid du réseau, du RIED, quid du réseau, c'est-à-dire de la dimension collective aussi de nos espaces de travail et de la manière dont on pourrait utiliser ces ressources-là de collectivisation pour pouvoir développer du pouvoir d'action, pour pouvoir mobiliser des ressources dont on ne disposerait pas éventuellement dans nos espaces institutionnels ou les espaces de travail. Voilà, comment le réseau pourrait nous outiller. Ça va être un petit peu la proposition d'ouverture de notre travail. On a une table ronde où on a 8 personnes à la table ronde et tout ça dans un temps très minuté. Alors, peut-être 2 éléments. Je ne vais pas représenter tout le monde en détail si ça ne dérange pas les collègues, puisque je vais te donner principalement la présentation des personnes qu'on n'a pas entendues depuis hier. Donc, si je commence par ordre alphabétique des prénoms, c'est Ariane Richard-Bousset, qui est maîtresse de conférences en sociologie ici à l'INSPE d'Aix-Marseille, où Ariane, tu es chargée de mission culture commune. Pour l'INSPE, pour l'université, pour l'INSPE. Et Ariane travaille sur des recherches en sociologie de la pédagogie et sur la construction des inégalités scolaires. Brahim Azaoui, qui est en visioconférence. Je sais que Brahim était connecté tout à l'heure. Est-ce que tu nous entends, Brahim, et est-ce que tu peux activer ta caméra? Super. Alors, Brahim Azaoui est maître de conférence en didactique des langues à l'Université de Montpellier. Tu es rattaché, Brahim, au LIRDEF et tu travailles dans tes recherches sur la question de l'altérité à partir de 2 entrées qui interrogent la diversité linguistique et culturelle et la plurisémioticité des discours, la multimodalité et le plurilinguisme. Je dis ça, mais j'avoue que je suis dépassé par les concepts que je mobilise. Merci. Charles, qui est à côté, Charles Mercier, maître de conférence HDR en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux, qui est formateur à l'INSPE et chercheur au LACES, qui est membre de l'Institut universitaire de France. Et Charles, tu travailles, en tout cas dans tes chantiers en cours, sur jeunes, religion et mondialisation. On a Fanny, Fanny Gallo et Francine Nyambek-Mebenga, qui vous êtes toutes les deux à l'université Paris-Est-Créteil, donc en visioconférence. Je ne sais pas si Geneviève Zoya est connectée ou pas. Oui, apparemment elle est là, Fabrice, elle est là. Super, salut Geneviève. Salut. Voilà, qui nous rejoint, donc deuxième personne du côté de l'Université de Montpellier. Et puis Malek Bouzid. Alors Malek, j'ai cherché quelques infos, tu compléteras. Qui est professeur d'histoire en géographie, dans ce que j'ai compris, qui est formateur académique et puis formateur à l'INSPE. Voilà, mais peut-être que tu voudras en dire un petit peu plus sur tes travaux ou tes affiliations. Alors, simplement, vous avez compris que dans cette table ronde, on est un peu sur une entrée en disant on va confronter le regard à partir de 4 INSPE différentes, donc 4 expériences institutionnelles ou cadres institutionnels un petit peu différents, si on est sur le raisonnement territorial. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans notre table ronde, on a des perspectives. Julien, je t'ai oublié parce que tu n'es pas dans la liste de départ, mais ça va faire partie de la chose. On a des perspectives aussi disciplinaires aussi dans nos ancrages au point de départ, et ça me paraît assez significatif parce que ça va être probablement un des éléments aussi de notre discussion, que ce soit l'entrée en sociologie pour les uns, que ce soit en didactique des langues, en histoire ou en anthropologie pour Geneviève, donc en perspectives différentes, et que probablement ça a à voir avec les enjeux
de nos questions, la manière dont on entre, les types de savoir, les types de cadres analytiques, théoriques qu'on mobilise pour pouvoir travailler ces questions-là, et qu'évidemment c'est sous-jacent à notre grande interrogation sur le concept de mou, flou, de diversité, et puis de ce qu'on en fait autour de ça. Alors, avant de vous passer la parole, je voudrais deux petits éléments peut-être enfin, une problématisation, une chose qui me semble traverser un petit peu nos questionnements, et puis deux petits mots sur la manière dont je vous propose qu'on travaille pour cette table ronde. Simplement, je voulais rappeler que, en fait, les questions qu'on va travailler, elles sont traversées par un certain nombre de tensions. Donc, je vais évidemment pas tout énumérer, mais pour nous mettre en mémoire ou en perspective quelques éléments. D'abord, un discours incessant politique sur la formation des enseignants comme réponse au problème, qui va de pair, je veux dire, ou en parallèle avec une durée de formation extrêmement courte, y compris comparativement à d'autres pays, avec des ambiguïtés sur les implicites de ce qu'on appelle la formation. Est-ce qu'on parle de formation initiale, de formation continue ou continuée, mais aussi qu'est-ce qu'on fait du poids de la socialisation professionnelle? Voilà, trois plans sur lesquels se jouent au fond ces apprentissages-là. Deuxième axe de tension que je soulignerais, c'est la valorisation dans une partie en tout cas de la formation des enseignants, l'idée de formation par la recherche et par la réflexivité critique, hein, qu'on appelle de nos voeux et qu'on a depuis hier parlé, qui va en même temps en parallèle avec des problèmes de centralité du concours, d'un concours qui est extrêmement normalisateur et qui pousse les professionnels à la conformité, à un discours soi-disant entre guillemets républicain, etc. Voilà, et qui met en tension au fond un certain nombre des questions que nous travaillons dans le RIED. Troisième axe de tension que je pointerai, c'est la visibilité politique de certains thèmes, l'extrême visibilité politique avec un double effet. D'une part, des polémiques incessantes autour de ces questions-là, mais aussi un grand discours d'intérêt politique pour travailler ces questions et qui va de pair avec une place structurellement marginalisée dans l'organisation de la formation. Ne serait-ce que parce que c'est rattaché à des contenus en sciences sociales qui sont eux-mêmes, j'ai envie de dire, une portion tout à fait congrue de la formation, hein, de l'équilibre des plaquettes de formation en règle générale. Et dernière chose que je pointerai, c'est la valorisation des savoirs et savoir-faire des sciences sociales. On en parlait et Laura nous disait par exemple combien la sociologie est un élément absolument, un levier absolument crucial. Autant pour moi. Mais tu ramenais effectivement l'importance stratégique potentiellement de la sociologie ou des savoirs et des savoir-faire des sciences sociales. Et là encore, dans un contexte qui est plutôt l'omnipotence des disciplines, et des disciplines qui ne sont pas les disciplines des sciences sociales, qui sont plutôt les approches disciplinaires scolaires. Voilà, un certain nombre donc des tensions, et il y en aura peut-être d'autres évidemment, qui traversent en fond nos questions, qui rendent compliqué le type de questionnement pratique qu'on va essayer d'ouvrir ensemble. Alors j'ai proposé en fait pour cette table ronde 3 temps de travail. Le premier, c'est de se donner 10 minutes par INSPE, c'est très court, voilà, mais qui est un premier temps un petit peu, j'ai envie de dire, description, état de la situation. C'est-à-dire, comment ces questions-là existent dans nos différents INSPE, comment elles se matérialisent concrètement, quelles sont les pratiques qu'on peut identifier, les formations, les places de formation, la place concrète que ça occupe, les obstacles éventuels sur lesquels on bute, avec de manière sous-jacente une difficulté. Hein, j'entends bien que je vous demande d'une certaine manière de faire un travail qui est probablement très difficile parce que l'espace académique est quand même un espace à la fois segmenté et individualisé dans le travail. Donc, je ne suis pas du tout sûr, en vous demandant ça, que vous ayez une vue un petit peu, une perspective un petit peu globale, mais ça fera partie de la question. Et c'est très lié avec une de nos préoccupations au RIED et avec un des projets évoqués hier par Marie Spodevin, qui était l'idée d'une enquête comparative à la fois nationale et internationale sur les pratiques de formation. Voilà, donc ça c'est un des axes de notre questionnement. Donc un premier tour sur 10 minutes par INSPE pour le constat un peu pratique sur l'état des pratiques. Un deuxième temps de travail qui sera autour, un petit peu plus court, d'éléments de compréhension, d'interprétation, c'est-à-dire les axes problématiques qui apparaissent, comment comprendre les éventuelles différences locales, les situations dans les INSPE respectives.
Et puis, quels sont un peu les éléments de configuration au contexte local qui expliquent la facilité ou au contraire les difficultés éventuelles qui vont être rencontrées. Et puis, à partir de là, je vous propose un troisième temps qui sera une espèce d'ouverture entre nous toutes et nous tous de la réflexion sur à la fois l'analyse de cette situation, mais aussi du point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que le travail inter-INSPE, qu'est-ce que le travail à l'échelle du RIED, à l'échelle interprofessionnelle et interinstitutionnelle, nous permettrait éventuellement d'activer comme levier par rapport à cette situation. Voilà pour le programme. On va commencer par l'INSPE de Bordeaux. Charles, si tu veux bien voilà, nous dire un peu l'état de... J'en profite pour remercier les organisateurs pour ce moment de travail. Et oui, alors pour l'INSPE de Bordeaux, donc la place de la formation à la diversité ethno-religieuse est relativement circonscrite. Elle a lieu principalement alors dans 3 types de modules, des séminaires de recherche possibles, mais qui n'attirent que 5 à 10 étudiants et qui n'ouvrent pas chaque année. Il y a eu par exemple un séminaire sur les diversités ethniques et convictionnelles à l'école, quelle politique du vivre ensemble, que j'ai animé sur 2 ans. En formation continue, il y avait eu une expérience sur l'école face au pluralisme des convictions et des croyances en partenariat avec la mairie de Bordeaux qui souhaitait tester la possibilité d'un dispositif interconvictionnel dans des écoles en partenariat avec la DSDN, mais il y a eu en fait des conflits entre collectivités territoriales et DSDN, ou du moins des incompréhensions, ce qui fait que la formation continue s'est recentrée sur une étude plus classique de la laïcité. Et puis enfin, dernier moment, c'est dans le dernier cadre de formation, c'est le tronc commun. Alors, ce qui montre la difficulté du sujet, qui n'est pas une priorité forcément de formation pour les étudiants, c'est qu'il y avait une proposition d'option Gods in the City, qui n'a pas ouvert faute de seuil suffisant. Et donc finalement, le cœur de la formation, ça consiste en 2 heures de TD qui ont lieu au cours du semestre 4, donc en fin de parcours de formation, dans un TD que je coordonne qui s'appelle l'école élémentaire face à la diversité des convictions, qui tourne depuis 4 ans. Il était organisé les années précédentes autour d'études de 6 familles de pensée qui se positionnent différemment en France et au Canada sur la question de la diversité culturelle et ethnique. L'idée étant pour les étudiants par groupe de restituer ces familles de pensée et ensuite entamer un débat et voir comment les différentes conceptions pouvaient être prises en compte et dialoguées. Et on l'a reconfiguré totalement après l'assassinat de Samuel Paty, parce qu'on on sentait qu'il y avait besoin de l'adapter au contexte dans un sentiment d'urgence. Alors ces objectifs, en fait, c'est de permettre aux étudiants d'avoir un panorama de la diversité des convictions à l'école, s'approprier le cadre réglementaire et déontologique et découvrir des outils pour, alors je reprends stratégiquement la charte de la laïcité, articuler liberté d'expression, respect des valeurs républicaines et pluralisme des convictions, qui sont des mots qui figurent dans la charte, mais qui ne s'articulent pas si spontanément que ça. Il y a 2 outils qui sont utilisés principalement, une carte mentale sur MindMeister. On était dans un contexte de cours en ligne, hein, donc il a fallu aussi s'adapter à ça. Et puis le logiciel WooClap, qui permet des sondages en ligne et à distance, et puis des cartes mentales, des nuages de mots, enfin, d'introduire un peu d'interactivité dans du tout distanciel. Alors, je vous présente rapidement comment ça se déroule. En fait, au départ, il y a un débat silencieux entre les étudiants, alors qui s'est fait à distance via la fenêtre chat de Zoom, en mettant les étudiants par groupe aléatoire de 2. Ils changent 3 fois de suite de groupe. La question, c'est faut-il ou non généraliser l'étude des caricatures de Charlie Hebdo en classe ? Je précise qu'il ne s'agit pas de juger de la pertinence du choix pédagogique de Samuel Paty, mais s'interroger sur l'intérêt de ce support pédagogique et de sa généralisation. Et donc, les étudiants commencent par voter sur WooClap de manière anonyme pour dire comment ils se positionnent par rapport à cette question, ce qui permet de prélever leur représentation initiale. Ils lisent ensuite un texte avec 2 avis contradictoires sur la question, très tranchés,
un de Mohamed Sifawi et l'autre de Lude Scribouillard, qui est un blogueur qui avait écrit un texte pour dénoncer la violence symbolique de ces caricatures. Et après avoir lu ces textes, ils échangent via la fenêtre de chat de Zoom pour donner des arguments positifs et négatifs, exprimer des sentiments. Avec leur partenaire, ils échangent comme ça pendant 3 minutes en silence uniquement par la fenêtre de conversation. Alors, le dispositif se répète 3 fois. À l'issue de ces 3 interactions avec 3 personnes différentes du groupe, ils envoient sur le paperboard virtuel ce qu'ils retiennent en fait de l'échange, ce qui permet en fait d'avoir un paperboard virtuel qui s'affiche. Et à la fin, ils répondent de nouveau à la question « Faut-il ou non généraliser l'étude des caricatures de Charlie Hebdo ?» Alors, grâce à WooClap, en fait, on peut avoir des statistiques assez claires, beaucoup plus faciles que si c'était en présentiel. Donc, il y a 114 étudiants qui ont répondu, 6 groupes, 2 du premier degré, 1 CPE et 3 de second degré, EPS, Histoire Géo, Maths. Et donc, à la question « Faut-il ou non généraliser l'étude des caricatures de Charlie Hebdo en classe ?» Ils répondent, premier sondage, 40% oui, 57% non, 3% ils ne répondent pas. À l'issue du débat silencieux, il y a une baisse de ceux qui répondent oui, 35%, une augmentation légère de ceux qui répondent non, à 59%, et 6% qui ne répondent pas. Donc on voit que ils sont majoritairement hostile à une généralisation du dispositif caricature, donc il y a un décalage par rapport au discours officiel sur la question, que le débat silencieux tend à augmenter légèrement la proportion de ceux qui s'opposent à la généralisation. Alors peut-être parce que le texte de Lude Scribouillard est un praticien, il est ancré dans une pratique, tandis que le texte de Sifawi est spéculatif, et donc il y a un décalage de persuasion. Peut-être aussi en raison des interactions liées au débat silencieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences selon les groupes. Par exemple, les CPE et les professeurs d'histoire géo sont les groupes qui soutiennent très majoritairement la généralisation du dispositif des caricatures de Charlie Hebdo à 80 et 75%, alors qu'inversement, dans le premier degré, et notamment dans un groupe de premier degré, ils y sont très majoritairement hostiles. Donc il y a des différences premier, second degré, des différences aussi disciplinaires qui n'expliquent pas tout. Il y a aussi des dynamiques de groupe internes, mais on voit qu'il y a des cultures disciplinaires différentes par rapport à cette question. Ce qui revient en fait dans le nuage de mots à la fin, dans le paperboard, c'est l'attachement à la liberté pédagogique, ne pas contraindre les enseignants à cette généralisation, l'instauration de nuances, de conditions, quel type de caricature de Charlie on va montrer, préparer en amont, permettre l'expression en aval pour ceux qui sont positifs au dispositif, et puis pour ceux qui sont négatifs, l'idée d'étudier d'autres caricatures, ou autrement de ne pas faire de caricature du tout. Alors le deuxième moment du dispositif, c'est de faire un topo magistral sur la diversité ethno-religieuse en France à partir des enquêtes sur les valeurs et des statistiques disponibles. Et dans le troisième temps, c'est un débat argumenté sur, à l'aide de la carte mentale, dans lequel on retrouve des textes de Françoise Lorcerie, de François Héran, mais des tribunes aussi qui représentent d'autres sensibilités. Les étudiants doivent répondre à la question quelle place faire à la diversité culturelle et religieuse à l'école? Un groupe pour, un groupe contre, un groupe d'observateurs et de régulateurs chargés de préparer l'animation du débat. Avec, voilà, ça marche plus ou moins bien selon les groupes. Est-ce qu'il faut assigner les étudiants à une position ou est-ce qu'il faut leur permettre, quand il y a du pluralisme au sein du groupe, de choisir leur position? Est-ce que chacun peut défendre sa propre position ou il faut créer des groupes? J'ai pas encore forcément trouvé la formule magique et ça dépend beaucoup aussi des cultures disciplines. C'est moins facile avec des professeurs de maths et de PS qu'avec des professeurs d'histoire-géographie ou de CPE ou de lettres qui sont enthousiastes et qu'on a du mal à faire arrêter le débat. Et donc, voilà les difficultés, enfin voilà le principal dispositif dont je voulais vous parler. Merci. Donc, ce que j'entends, c'est école élémentaire, donc enseignant,
pas CPE par exemple, ou est-ce qu'il y a des éléments complémentaires dans d'autres dimensions? C'est le tronc commun. Donc il y a des groupes. Alors malheureusement en fait à Bordeaux, il y avait des groupes qui mélangeaient premier, second, enfin toutes les mentions jusqu'à il y a 2 ans pour des questions d'emploi du temps. Ils ne sont plus mélangés et donc les premiers degrés se retrouvent ensemble, les CPE se retrouvent ensemble. Et les seconds degrés se retrouvent ensemble, parfois mixés quand ils sont pas assez nombreux pour faire un groupe. Mais tous ont le même contenu, tous ont le même TD, c'est ce qui permet de faire les comparaisons entre les différentes mentions. D'accord. Ce que j'entends aussi, c'est l'entrée de diversité des convections qui est liée aussi à ton travail, à tes travaux. Juste une information. Qui est aussi en fait un problème d'affichage. Je pense que si dans la maquette ethnique apparaissait, j'anticipe un peu le deuxième problème, mais l'entrée par le mot conviction est plus facile à assumer, je pense, que l'entrée par le mot ethnique ou par le mot religieux. D'accord. Ok. On passe à l'INSPE de Créteil. Oui, c'est parti, ça marche. Il faudrait éteindre vos micros, je crois, parce que sinon on résonne. J'éteins. Oui, alors tout d'abord, en fait, on parle au nom de Lila Belkacem et de Amandine Chapuis. Donc Lila Belkacem qui est sociologue et Amandine Chapuis qui est géographe, qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Mais pour souligner le fait qu'on travaille ensemble depuis maintenant pas mal d'années et que tout ça, c'est un produit vraiment collectif qui est lié aussi à une effervescence autour de ce qui peut se passer à Créteil. Alors, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Fabrice, au départ, c'est difficile, en fait, de rendre compte de ce qui se fait précisément, notamment sur les questions de laïcité, on va dire, ou de faits religieux, puisque en réalité, ça peut très bien être enseigné dans différents cadres. Je pense notamment à ce à quoi on faisait référence ce matin, l'amphi sur les valeurs de la République, il y a un bout sur la laïcité. On n'arrive pas forcément à saisir ce que font les collègues dans des cadres qui sont pas intitulés de cette manière-là. Par exemple, moi, dans les cadres de didactique et de pédagogie de l'histoire, de la géographie et de l'EMC, du coup, je fais un truc sur la laïcité, mais ça n'apparaît pas, et peut-être que d'autres collègues aussi le font, mais ça n'apparaît pas, et donc ça, c'est un peu difficile à saisir. Alors, ce sur quoi nous, on voulait revenir, en fait, c'est sur des choses qu'on a réussi à mettre en place, soit de manière explicite, soit justement de manière plus implicite, dans des cadres qui ne sont pas intitulés comme tels. Donc Francine avec Lila ont mis en place justement, là il était question de ça aussi, donc dans le cadre du tronc commun. Donc nous on a 2 troncs communs, un tronc commun premier degré, un tronc commun second degré, et donc elles ont mis en place toute une formation sur les inégalités et discriminations ethno-raciales à l'école, dans lesquelles un cours dans lequel il est question justement de la laïcité également. Alors donc pour donner le nombre d'heures, c'est 18 heures sur le premier tronc commun et 12 heures sur le deuxième. Le contenu de ces cours, c'est des cours théoriques sur les questions de diversité, de race et effectivement sur les questions aussi donc, de laïcité. Des récits d'expérience qui sont utilisés comme support pédagogique, mais Francine va développer juste après. De l'analyse de pratique, donc justement, notamment à la lumière de la laïcité, conception plurielle de la laïcité, effet dans le traitement des publics scolaires, etc. Alors, et pour rebondir aussi un peu sur ce que disait Charles, je crois, juste avant, là, le tronc commun, c'est optionnel. Donc, c'est vraiment par choix que les étudiants et les étudiantes décident de s'orienter là-dessus. Et globalement, ils sont très contents parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de parler de ça à d'autres moments. Alors, sinon, depuis 2016, donc Francine a mis en place dans le cadre du module de formation connaissance des contextes d'exercice du métier 24 heures sur les questions de lutter contre les inégalités, les discriminations croisées à l'école, avec une posture professionnelle éthique. Mais donc, voilà, là, c'est donc une initiative individuelle
dans le cadre d'un cours où, en définitive, chacune fait un peu ce qu'il veut. Donc, Francine, elle a décidé de faire ça. Voilà. Mais on ne sait pas précisément, d'ailleurs, ce que font tout un tas de collègues. Hein. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails là-dessus. Et puis, surtout, je voulais passer, puisque vraiment, il faut qu'on aille vite, ce qu'on a réussi à mettre en place. Et là, du coup, j'évoquerai tout de suite les obstacles, puisque au départ, ça a été retoqué. Hein, dans la dynamique du colloque intersectionnalité, ça avait été retoqué, mais finalement, ça a été mis en place. Tout un module d'initiation à la recherche, donc une IFR, on appelle ça comme ça. Donc, initiation à la recherche pour des mémoires d'initiation à la recherche à vocation professionnalisante. Donc, avec une formation tout au long de l'année, hein, donc d'une 50aine d'heures sur ces questions, en fait, hein, de discrimination ethno-raciale et de lutte contre les... Alors, je vais vous dire, ça s'appelle diversité, lutte contre les discriminations et racisme dans le module, enfin, initiation à la recherche, dans laquelle, du coup, on revient aussi sur les questions donc, de laïcité. Alors, en fait, c'est un cours interdisciplinaire, hein, puisque, du coup, on est des historiennes, géographes, sociologues. Donc, voilà, par exemple, moi, je fais un cours sur la question de la construction historique de la race dans la colonisation, etc. Il y a un cours plutôt, enfin, il y a des cours qui sont plus sociologiques sur les inégalités, les discriminations scolaires, les usages différenciés donc, de la laïcité à l'école aussi. La représentation, donc, il y a un cours aussi sur la représentation de l'altérité dans la littérature de jeunesse ou encore les liens entre culturalisme et racisme. Et on les emmène aussi, enfin, on les a emmenés, cette année c'était plus compliqué, de visiter des expositions, notamment au Quai Branly, hein, on fait ce genre d'initiative aussi. Et on fait dans le même temps un enseignement méthodologique. On les initie à la recherche, hein, de fait, réalisation d'entretiens sociologiques, observation ethnographique, analyse de documents, donc archives, hein, ça c'est plutôt ce que je prends en charge, manuel scolaire, littérature de jeunesse, ce qui aboutit sur la production donc d'un mémoire. Voilà. Voilà. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Et donc, du coup, sur la pédagogie, on a aussi un petit peu réfléchi. Oui, d'accord. Alors, sur la pédagogie, comment on s'y prend ? Juste rappeler que un des défis pour nous, c'est vraiment de réussir à articuler la théorie et la pratique en s'appuyant sur les apports des pédagogies critiques. Et donc, avant de proposer ces apports théoriques, donc on peut débuter par une approche qui vise à faire réfléchir sur les expériences propres ou des pratiques professionnelles. Alors, quelques exemples. Hein, donc, Fanny a évoqué le récit d'expérience comme qu'on utilise, par exemple, dans le tronc commun. Alors, de quoi il s'agit? Donc, sur les 3 journées de formation, hein, donc à l'issue de la première journée, on invite les étudiants à faire une ébauche de récit. Alors, la consigne qu'on leur donne, c'est de leur demander d'écrire ce qu'ils ont observé, un événement qu'ils ont vécu ou observé et qui leur a fait prendre conscience qu'à l'école se jouaient des questions liées aux origines ou encore des processus de racialisation. Donc, ça, c'est une première consigne qu'on leur donne. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué hein, au début de la première journée, mais on essaye de ne pas trop rentrer dans les détails. Avant ça, on a concocté un petit récit, un livret de récits d'expérience qui comporte des extraits de textes, des extraits de blogs, voilà, tout ce qui peut permettre de rentrer en amont du cours dans la thématique et commencer aussi à acquérir un petit peu le principe de l'écriture, d'événements qu'on peut vivre sur ces questions-là. Et donc, alors, on les accompagne, bien sûr, tout au long des 3 journées dans l'écriture et la réécriture de ces récits-là en fonction des retours qu'on va leur faire pour approfondir tous les détails.
Le but, c'est d'arriver à analyser ces récits-là à la lumière des articles scientifiques. Donc, il y a aussi tout un travail là d'accompagnement en termes de recherche biblio où, quand en lien avec la bibliothécaire, donc on met en place aussi toute une séance sur cette recherche et sur la manière d'analyser un récit. Donc, tout ça débouche en fait sur une réécriture finale du récit et une proposition d'analyse du récit par les étudiants à la lumière des articles qu'ils et elles auront choisis et identifiés pour faire ce travail. Donc, le but, c'est vraiment de leur faire comprendre la dimension structurelle, finalement, de ce que eux et elles ont vécu personnellement, sans forcément avoir, sur le moment, sans se rendre compte de ce que ça pouvait dire, ou finalement, ou dire des rapports sociaux tels qu'on peut les vivre dans la société et au sein de l'école. Donc, je vais aller vite. On utilise aussi toujours... Ouais, 1 minute, ça ira? 1 minute? Oui, ça ira. Donc, alors, le point de vue situé, donc aussi comme un point pédagogique qui nous permet de les amener à réfléchir là-dessus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est le fait d'utiliser l'observation pour les aider à prendre compte autour d'eux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt avec les élèves fonctionnaires stagiaires, donc qui sont en responsabilité, les encourager à regarder autour d'eux par le biais de l'observation. Et le but, c'est de travailler aussi là sur des cas qu'ils et elles auront identifiés au quotidien et travailler à la lumière de l'éthique professionnelle. Enfin, ça rejoint, si vous voulez, tout ce qui a été dit hier. On a mis en place à peu près un dispositif assez similaire. Voilà. Donc, merci. On commence à émerger un certain nombre de points sur lesquels on reviendra, de comparaison, de confrontation dans des choix de concepts, dans des choix aussi pédagogiques, d'objets pédagogiques, de priorités peut-être à travailler, mais aussi arrivent tout de suite des questions de temps et de temps à consacrer ou de temps que l'on peut consacrer dans des cadres dont on voit qu'ils sont optionnels dans tous les cas. Pour le moment, ça déroge pas, c'est peut-être l'élément commun. Toi, c'est obligatoire. D'accord. Mais 2 heures obligatoires, et dans un cas, on a plus de temps, mais vraiment optionnel et pour des petits groupes. OK. Est-ce qu'on peut continuer par Montpellier? Donc, Brahim, Geneviève? Oui, on va prendre la relève. Et finalement, ça tombe assez bien. Parce que, alors, je vais m'appuyer essentiellement sur un article qu'on a publié avec Geneviève et Nathalie Auger. Je vais mettre rapidement la référence dans la discussion. Parce que ça fait un peu la synthèse on retrouve assez bien ce que les collègues ont évoqué là dans l'INSPE de Bordeaux ou de Créteil. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui est vraiment lié à l'acteur. Et ça, on le retrouve également beaucoup sur Montpellier. C'est-à-dire qu'on va retrouver le fait que le travail sur les discriminations ou sur la non-gestion des pluralités ethno-religieuses va être circonscrit à certains espaces. Tout comme pour Bordeaux, où il y a des sortes de séminaires. Nous, de notre côté, à Montpellier, avec Geneviève et d'autres collègues, on est en charge de ce qu'on va appeler la CRT discrimination. Mais ailleurs, finalement, on le retrouve peu. De mon côté, dans un autre master, je vais aborder les questions d'interculturalité dans un master qui s'appelle le master EFAL, et ailleurs, on le retrouve peu. Donc, à nouveau, on va retrouver une présence de ces thématiques selon les personnes qui vont être intéressées par ces thématiques et qui se sentent en mesure de prendre cela en charge. Et c'était vraiment très intéressant ce qui a été dit, parce que c'est un peu les conclusions de l'article qu'on avait avec Geneviève et Nathalie. Et sur Montpellier, ce qui apparaît aussi, notamment là, alors si je focalise, et je vais m'appuyer à nouveau sur cette étude, si je m'appuie sur le questionnaire qu'on avait diffusé, on s'aperçoit qu'il y a très peu de personnes, il y a 70% des répondants, alors sur Montpellier, ils étaient à peu près 40,
qui disent ne jamais aborder la question interculturelle, et notamment pour une question d'absence de formation à ce sujet-là. Donc, on va l'avoir encore une fois sur le fait que certains ont eu une petite formation, parfois de manière autodidacte. La majorité n'a jamais eu de formation sur ces questions-là. Donc, il y a une forme de frilosité à aborder ces sujets, parfois un non-intérêt, parce que, alors je ne sais plus si c'est, je vous vois en tout petit, je ne sais plus qui avait parlé, si c'était Fabrice ou Julien, mais la question du temps, la question des programmes va être mise en avant pour dire, finalement, on ne peut pas le faire. Et on retrouve finalement ce que Clanet disait il y a déjà, je crois, une vingtaine d'années, lorsqu'elle évoquait le poids du concours. Le poids du concours va toujours justifier le fait de ne pas aborder ces aspects-là. Donc, Geneviève, Laurent, les autres collègues, Laurent et Laure et moi, abordons ces questions de discrimination sous différents angles, de par nos spécificités. Moi, c'est davantage la dimension linguistique, un peu moins culturelle, mais linguistique, par tout le travail sur la glottophobie, notamment des discriminations linguistiques qu'on retrouve dans les classes. Et ensuite, voilà, il y a ce traitement par la dimension plus ethno-religieuse par Geneviève ou d'autres collègues dans cette CRT, alors la CRT, communauté de recherche thématique. C'est ça, Geneviève, CRT, communauté de recherche thématique. C'est ça. Voilà. Mais ensuite, on va retrouver ces éléments, cette question-là, de manière ponctuelle dans le reste de la formation, avec très peu de travail sur les élèves allophones, sur l'inclusion des élèves allophones, sur le fait de gérer la diversité. Alors, j'avoue que je préfère le terme diversité à pluralité, parce que pluralité ne dit pas qu'il y a diversité. Il dit qu'il y a plusieurs choses, mais ces plusieurs choses peuvent être identiques. Donc, le traitement de cette diversité-là est finalement peut aborder, encore une fois, elle est laissée un peu au bon vouloir de chacun. Et donc, automatiquement, il va y avoir des difficultés en termes d'égalité des chances, puisqu'on est censé former tous les enseignants de la même manière. Ils sont censés, eux, être en mesure de tous prendre la diversité culturelle et linguistique, ethno-religieuse dans les classes de la même façon. Et finalement, le fait qu'il y ait un traitement comme ça, dépendant de chacun, va créer une forme d'inégalité territoriale, parce que nous, sur Montpellier, on a 5 sites, du côté de Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Mende et Montpellier. Et donc, il va y avoir cette inégalité dans la manière de traiter le sujet. Après, c'est vrai que je peux revenir moi sur ce que j'aborde dans un master avec mes étudiants, mais je vais laisser la parole à Geneviève pour qu'elle puisse compléter ce que j'ai dit. Merci Brahim. Maintenant, tu as parlé et puis on n'a pas beaucoup de temps. Je regrette en entendant Fabrice là de ne pas avoir été là hier, parce que justement on est en train de faire voter les nouvelles maquettes et justement j'étais en conseil de faculté sur la maquette CPE dans laquelle on fait beaucoup de sociologie et je regrette vraiment de ne pas avoir été là. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il me semble qu'il y a deux choses. La première, c'est que oui, le traitement de ces questions, il se fait via la recherche, mais la recherche, c'est peau de chagrin, parce qu'on est trop peu nombreux à pouvoir suivre et très mal les étudiants, on a trop de mémoire à faire valider, donc ça, c'est à la fois affiché et marginalisé, à la fois, comme tu disais, Fabrice. Ces questions, on peut les traiter en commun. Alors là, il y a des gros amphis, on touche pas mal d'étudiants, mais en fait, on est un amphi. Inégalité, par exemple, pour moi, et puis des masters spécifiquement dans lesquels ces thèmes sont traités. Les masters CPE, oui, mais sinon, ils sont traités de façon hétérogène et dispersée. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des thèmes qui, tout à coup, je ne sais pas comment le dire autrement, sont mis à l'agenda. Par exemple, ils deviennent des prescriptions. Alors là, tout à coup, maintenant, il faut faire maintenant de l'égalité, des inégalités, il faut faire l'égalité garçon-fille, essentiellement. Et alors là, ça, il faut le rentrer dans les maquettes. Voilà. Et il faut créditer avec des CTS, il faut faire là, au sein du UE, il faut mettre des heures. On nous demande, alors est-ce que tu as bien mis, est-ce qu'on a prévu, parce que le ministère, voilà, est-ce que tu as bien mis un peu parsemer un peu de garçons-filles là, un peu de... Ok, donc c'est quelque chose qui est hyper productiviste, en fait, c'est un processus industriel. Je suis un peu obsédée par l'industrie, moi, en ce moment, parce que je travaille sur la restauration scolaire, mais enfin, il me semble que c'est un processus quand même qui enlève beaucoup de sens à ce qu'on fait.
Et le deuxième point, je m'arrêterai là, je te repasse la parole, Brahim, c'est que ça agit sur les étudiants. Enfin, moi, je rencontre pas mal de désarroi. Enfin, il y a eu un désarroi très important au moment de Samuel Paty, évidemment, de la mort de Samuel Paty. Et là, c'est qui a été en même temps paradoxalement une forme de socialisation, c'est-à-dire que les étudiants ont compris que c'était quelque chose qui se traitait pas trop, qui se traitait via surplombant, via le haut, essentiellement par les profs d'histoire et géo, parce que les autres sont pas compétents. Donc, il y a une forme de socialisation implicite dans un institut de formation qui, en principe. Et au moment de l'islamo-gauchisme, là, il y a eu aussi un gros désarroi des étudiants sur le fait de dire, mais c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on entend quand même, ils écoutent la radio et ils lisent les journaux. Et entre, par exemple, deux enquêtes opportunistes, l'enquête opportuniste qui est sortie de la LICRA à un moment sur le caractère des lycéens musulmans qui vraiment était très, très, très peu, finalement, laïque, je vais le dire rapidement. Et, par exemple, ce qu'avait publié le CNESCO quelque temps avant, les analyses étaient opposées. Enfin, on lisait le contraire. Donc, les étudiants, c'est un grand désarroi. Ils préparent un concours quand il s'agit d'éléments. Donc, ils cherchent des formes de stabilité et de vérité. Et c'est compliqué. Je crois qu'on n'est pas assez nombreux à faire ça. Tu as raison, Brahim, c'est une question aussi de personnes. Et c'est très hétérogène et on n'est pas assez nombreux à traiter ce genre de choses. Et j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent ensemble, les uns et les autres, qui traitons ces dossiers dans les INSPE. Voilà, Brahim, tu peux... je vois le temps aussi qui tourne, mais c'est par rapport à ça, pour rebondir sur ce que disait Geneviève, moi, ce que je m'aperçois, qu'il y a en effet la question de l'effet de mode. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes en quelque sorte liés à certaines populations, on va mettre l'accent sur les populations roms, on va davantage parler des élèves allophones. Et on va essayer de faire en sorte de sensibiliser les étudiants à cela. Mais on est vraiment dans une forme de saupoudrage. Parce que, entre guillemets, la vérité est ailleurs, elle est dans les maquettes. Et si elle est dans les maquettes, c'est qu'elle est dans les concours. Et tant que les concours marginaliseront toutes les questions finalement humaines, elles n'apparaîtront pas, parce qu'on est davantage dans du disciplinaire comme ça. Et d'ailleurs, les nouvelles maquettes remettent l'accent sur ça. Et tant que l'accent est sur le disciplinaire, toutes les questions cruciales pour finalement le métier de l'enseignant, elles seront secondarisées d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, à mon avis, politique, qu'on peut un peu bouger les lignes. Sinon, à mon sens, et comme l'a révélé l'enquête qu'on a menée avec Nathalie et Geneviève, à mon sens, on sera toujours sur un travail lié à l'acteur. Ça, on retombe sur ce fameux acteur et le système, c'est-à-dire que qui veut agir selon ses propres intérêts, selon ses propres intérêts intellectuels ou intérêts même scientifiques ou de professionnels. Et donc, encore une fois, on va être dans une inégalité de traitement, aussi bien sur le sujet, parce que chacun a ses marottes, que par rapport au public auquel on va s'adresser. Donc là voilà, on sera toujours confronté à ce problème-là. Et je le sais très bien que même moi, lorsque j'interviens auprès de mes étudiants sur ces sujets-là, je sais que je suis un des rares, avec Geneviève, avec peut-être une poignée d'autres collègues, à le faire. Mais on va toucher peut-être, je ne sais pas, 40, 50, 60 sur plus d'un millier d'étudiants qui s'inscrivent à la faculté d'éducation de Montpellier. Oui, il faut rappeler qu'on a monté une communauté thématique de recherche, la CRT, tu l'as dit, qui s'intitule Discrimination. Donc là, en effet, c'est comme une sorte d'îlot dans lequel on peut travailler. Merci. On enchaîne avec l'INSPE d'Aix-Marseille et puis on dégagera quelques points avant de poser des questions un peu de nature compréhension, interprétation au fond des contraintes dans lesquelles on travaille. Alors vous êtes à 3. Alors oui, nous on est 3 parce que on était sur place donc c'était plus facile. Non mais surtout on voulait parler à 3 voix pour parler à la fois du tronc commun, c'est moi qui vais m'en charger, et des parcours avec l'exemple de 2 parcours, Histoire Géo et CPE, et c'est Malek et Julien qui reviendront. Parce que on a parlé beaucoup du tronc commun depuis tout à l'heure parce qu'effectivement c'est la partie transversale de la formation qui est dans laquelle en théorie ces questions pourraient être abordées. En pratique, dans la manière dont c'est organisé à Aix-Marseille, et
on va retomber sur des choses qui ont déjà été dites. Il va y avoir une très grande variabilité parce qu'en fait, le choix qui a été fait pour le tronc commun sur Aix-Marseille, c'est pas du tout le choix de Bordeaux, c'est le choix de faire des équipes, des groupes d'étudiants encadrés par des équipes pluridisciplinaires et pluricatégorielles de formateurs. Du coup, en fonction de l'équipe, chaque équipe a une liberté pédagogique du projet qu'elle met en place avec ses étudiants, qui va être très variable en fonction de la sensibilité, des axes de recherche, des connaissances des membres de l'équipe. Ce qui fait qu'il peut y avoir des équipes dans lesquelles cette question sera absolument pas abordée et d'autres, au contraire, où ça pourrait être plus approfondi parce que les formateurs, ils seront plus attentifs. Alors, j'ai pas vraiment de vision précise parce qu'effectivement, c'est très compliqué, même si, en étant normalement chargée de mission en culture commune, je devrais avoir cette vision d'ensemble. Mais c'est quelque chose de très difficile de savoir qui fait quoi, comment et combien d'heures. Enfin, c'est impossible, en fait. J'ai jamais réussi à le faire. Mais par rapport à ce que je connais, il y a 3 entrées principales, il me semble, sur ces questions ethno-religieuses. Une première entrée, et c'est ce que disait Brahim, autour de l'interculturalité. Et c'est souvent des collègues linguistes ou qui travaillent, par exemple, en français, langue étrangère ou langue seconde, autour de ces questions qui entrent par cette question-là. Il y a une autre entrée dont on a parlé aussi tout à l'heure, autour des inégalités, des discriminations, et c'est souvent l'angle qui est pris par les collègues en sciences humaines et sociales, sociologues, historiens, géographes, et qui entrent par cette question plutôt des inégalités, qu'elles soient sociales, territoriales, genrées, ethniques. Et puis, donc ça, c'est des entrées qui sont très liées à la discipline de rattachement des formateurs. Et puis sinon, ce qui est le plus mobilisé de manière transversale, c'est les questions de laïcité, mais qui sont abordées de manière aussi très variable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des entrées très institutionnelles sur le cadre institutionnel autour de la laïcité, des entrées historiques ou des entrées plus critiques en fonction des formateurs. Et c'est la seule thématique qui fasse l'objet de journées, enfin on appelle ça des journées culture inspe, en fait ce sont des demi-journées, mais là encore c'est sur la base du volontariat, donc il y a possibilité de travailler de manière transversale une fois par an à plusieurs équipes, mais c'est sur la base du volontariat des équipes, donc ça ne touche pas tout le monde. Et par rapport à la réforme là qui est mise en place et aux nouvelles maquettes, on voit qu'on a un nombre encore plus réduit d'heures de culture commune qui sera obligatoire entre guillemets. On a sur les 144 heures, il y en aura 64 heures qui resteront obligatoires, mais qui vont être prises en main par les parcours, donc qui risquent de devenir un petit peu plus disciplinaires. Et puis après, un système optionnel avec notamment une proposition d'option autour des questions de discrimination, mais qui seront sur la base du volontariat des étudiants et qui devraient concerner une 30aine d'étudiants par semestre à peu près. Et voilà. Et pour finir, en fait, on voit bien que c'est souvent sous l'angle de la laïcité que les choses sont prises et les dernières annonces ministérielles vont sûrement pas faire évoluer les choses. Et finalement, cette question, ces questions ethno-religieuses, elles sont plutôt prises sous l'angle du respect ou des atteintes à la laïcité. Et il me semble que vu le contexte institutionnel, il y a peu de chances que les choses évoluent de manière massive dans ce sens-là, surtout en l'absence d'un cadrage même à l'échelon local de chacun des INSPE avec des choix pédagogiques affirmés. Alors bonjour, moi je vais vous présenter rapidement un peu l'entrée qu'on a eue en histoire-géographie, que je résumerai par une formule qui n'est pas de moi du tout, mais c'est plutôt du bricolage et aujourd'hui du braconnage dans l'idée, c'est-à-dire qu'on est parti, comme toujours en histoire-géographie, on est quand même relativement sensibilisé par rapport à ces questions. Et on a dans notre maquette des entrées, notamment une UE qu'on a appelée Fondement de la citoyenneté contemporaine, dans laquelle on va baliser un certain nombre de ces questions. Mais cette année, bien entendu, ça a été percuté par l'assassinat de Samuel Paty. Donc, on a dû bricoler et travailler sur une pluritemporalité avec des actions qui ont été menées d'abord dans l'urgence parce que on s'est retrouvé avec nous des étudiants qui arrivaient en stage massé à la semaine de la rentrée des vacances de la Toussaint, donc qui allaient observer pour les M1
et prendre en charge pour les M2 lauréats le temps et les dispositifs d'accompagnement dans les établissements ici. Et donc, il fallait, dans un premier temps, déjà recueillir leurs paroles. Hein, c'est ce qui a été proposé sur un temps le 23 octobre. Un temps d'échange en présentiel pour les Master 1 parce que moi, je les avais personnellement en TD, donc ça m'a permis d'avoir un temps avec eux. Et puis, pour les Master 2 qui étaient en vacances à ce moment-là, on avait organisé avec la responsabilité du parcours un temps d'échange via le support Amétis qui est notre espace numérique de travail pour pouvoir échanger avec eux. Donc là, on était d'abord dans la réception des témoignages et un échange assez libre. Et puis ensuite, on a commencé à réfléchir en se disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est-à-dire que finalement, après avoir recueilli l'émotion, la parole, comment les accompagner dans un premier temps ici, et notamment pour les fonctionnaires stagiaires dans la prise en main des élèves au retour des vacances. Ici, avec un immense stress sur comment je vais gérer la minute de silence, par exemple, à ce moment-là. Et puis, dans un temps un peu plus moyen, ici, réfléchir à l'élaboration d'objets de formation sur lesquels on a essayé de travailler, hein, comme je le disais au tout début, en bricolant d'abord, hein, parce qu'on n'avait pas forcément le recul nécessaire ni le temps pour vraiment se poser sur ces questions-là. Et donc, on a choisi une entrée qui était pour nous plus facile parce qu'on était beaucoup plus, sensibilisés. C'était la question de l'enseignement des questions socialement vives et cette prise en charge au regard du parcours histoire-géographie. Donc, on a travaillé sur un deuxième temps en collaboration avec l'inspection d'histoire-géographie de l'Académie d'Aix-Marseille, hein, qui nous a prêté son concours et qui est venu intervenir tant que partenaire lors d'un TD. Et ensuite, un troisième temps dans lequel on a mis en place, à partir d'exemples de ces deux questions, des modalités d'action, alors en s'appuyant forcément sur les travaux qu'on connaît bien là-dessus, et sur comment finalement on pourrait interagir par rapport à la présence de ces questions dans les programmes, mais aussi à l'irruption de ces questions quand elles ne sont pas prévues ici. Et donc avec ces deux entrées qui étaient les nôtres. Donc ça, c'était la partie bricolage et multitemporelle. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine réflexion sur la nouvelle offre de formation. Et donc on est en train, en même temps qu'on organise l'offre de formation, de réfléchir à comment on va articuler les éléments de culture commune, les éléments qui sont propres aux disciplines. Ici, des fois, c'est assez facile sur la notion de laïcité parce que forcément, on l'avait déjà prévu en amont. Et puis, il y a d'autres questions qui arrivent en même temps que la réflexion qu'on essaie de monter. Voilà, je l'ai fait assez vite. J'espère pour laisser la parole à Julien. Alors moi, je vais pour le coup parler d'une formation qui est très particulière en fait, parce que par rapport à ce que tu disais, Fabrice, au départ, la spécificité, c'est que c'est pas une formation disciplinaire et que c'est une formation pour le coup, mais Geneviève le disait aussi, qui a une très forte présence des sciences sociales. À titre d'exemple, là j'ai regardé, on a plus de 30 heures de sociologie en M1, 30 heures de philosophie de l'éducation, voilà, donc en fait, et donc dans lequel on traite des inégalités sociales, des discriminations, des inégalités de genre, et en plus qu'on reprend en fait dans pas mal de modules en M1, en M2. Donc en fait, c'est des questions qu'on traite de manière assez précise. Alors, avec en plus des étudiantes qui sont sociabilisées pour une part importante dans leur métier d'assistante d'éducation, hein, dans un contexte d'une académie où il y a beaucoup d'établissements REP+, donc qui sont des étudiantes qui sont quand même pas mal sensibilisées aussi à ça dans leur pratique professionnelle, et en plus avec une part importante qui est une part racisée dans ces étudiants. Donc ça fait pas mal de choses là-dessus. Et puis une formation qui s'appuie aussi sur un champ bibliographique extrêmement large avec des grands écarts absolument incroyables. Je
et une bibliographie du concours. Hein. Je les liste: Baudérault, Pénard-Ruiz, Abdenour Bidar, Hannah Arendt, Jean-Pierre Aubin, Marcel Gaucher, Dubé, Baudelot Establé, de Barbieux, Moignard, Durubella, Van Zanten, Merle, etc., etc. Donc on a un champ qui est un champ extrêmement large, et en plus que les étudiants maîtrisent bien mieux que les examinateurs du concours qui ne connaissent pas ce champ bibliographique, puisque ce sont des CPE et des chefs d'établissement de terrain. Hein, donc ça fait une très grande complexité, avec donc des étudiants qui sont très fortement sensibilisés à la question de la diversité, peut-être aussi à cause de la spécificité de notre approche à nous, à l'INSPE d'Aix-Marseille. Mais dans une perspective où le concours est très fortement marqué par la philosophie de Hannah Arendt, qui a un grand impact en fait dans la philosophie du concours CPE, et puis un concours oral qui est qui repose sur un traitement de mini-cas, qui va impliquer fortement la question en particulier de la laïcité, hein, pas spécifiquement de la diversité ethno-religieuse, mais alors la question de la laïcité de manière très forte, et là d'un point de vue extrêmement normatif, hein, en termes de réponse en fait à des atteintes à la laïcité plutôt de la part des élèves. Voilà, donc une formation assez particulière avec de très grands écarts de ce point de vue-là, hein, et avec aussi un discours qu'on tient aux étudiants, pragmatique par rapport à une réussite au concours, parfois contradictoire avec le champ disciplinaire qu'ils maîtrisent assez bien. Voilà. Merci. Alors les lignes de tension s'accentuent ou se multiplient au fur et à mesure qu'on aborde. Il y en a une qu'on n'a pas du tout dessinée, qui est aussi la question de l'inscription, de où sont inscrits les INSPE, hein, en termes de politique institutionnelle. Voilà, quelle est la place et les tensions entre l'université, entre l'employeur, éducation nationale, sur les contenus, sur les attendus, et toute la discussion autour de ce concours, c'est précisément le rapport de force aussi autour de la nature de la formation qui est attendue. Alors ça va nous poser des questions de politique. Ce que j'entends, c'est que globalement, il y a peu de politique, en tout cas à l'échelle des INSPE et des établissements en tant que tels, de politique de formation. Il y a parfois des effets d'équipe, hein, qui sont pensés, soit dans des parcours, comme vous le dites, soit au niveau de Créteil, on a une équipe qui est socialisée aussi autour d'un certain nombre de concepts et de choix stratégiques, pour le coup peut-être. Il y a des questions de légitimité différentes sur ces problématiques-là, ou sur les différentes problématiques à l'intérieur de ce chapeau diversité, avec des effets d'agenda, des journées vitrines qui vont être plutôt sur la laïcité ou sur des thèmes imposés politiquement, sur ce qui va être obligatoire ou optionnel, avec une prime pour le coup, avec un certain nombre de cadrages normatifs qui sont plutôt les cadrages de l'institution employeur, ministérielle, à l'échelle nationale, etc., plutôt que des enjeux professionnels peut-être. Deuxième grande dimension, qui est la place relative à la hiérarchie, à la distribution du travail. C'est la question aussi des parcours, c'est-à-dire ce qu'on va faire dans le parcours CPE par rapport à des parcours plutôt enseignants, et qui reproduisent au fond, c'est-à-dire au fond qui est responsable et qui a vocation à faire quoi sous ces professionnellement parlant, sous ces problématiques de la diversité. Même s'il y a un tronc commun, mais dont on entend que le tronc commun, il est très très réduit en termes d'espace, donc que la question du commun dans les établissements, a priori, elle est quand même la portion congrue. On est sur un champ, comme on le dit, extrêmement large, avec, comme le disait Julien, des étudiants qui sont susceptibles de mieux connaître que les formateurs, voire que les examinateurs, un certain nombre de ces problématiques, de la bibliographie, de cadres conceptuels, etc., et d'avoir affaire à des gens qui non seulement les connaissent peu, mais voire sont réticents par rapport à ces champs de recherche-là, avec probablement des effets de génération, là aussi, hein, dont on ne se l'est pas dit, mais peut-être cet élément-là, c'est-à-dire des générations plus ou moins ouvertes à certaines problématiques et à certains cadrages théoriques. On est sur des choix de concepts très variables, avec des mots qui fâchent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des mots qui fâchent, hein, ce que tu disais, Charles, d'un côté, dire, bon, on va utiliser des mots finalement qui fâchent moins pour pouvoir aborder ces questions. On a une stratégie visiblement un petit peu différente à Créteil, qui est d'aller sur les mots qui fâchent, hein, race, voilà, sur de la conflictualité peut-être autour de ces choix des mots, mais qui, au-delà du côté polémique ou pas polémique,
politique engage des cadres théoriques qui sont très hétérogènes. Interculturalité, laïcité et conviction, discrimination et glottophobie, race et ethnicité, voilà, c'est pas seulement des mots, c'est des concepts, donc pour le coup avec des cadres intellectuels qui sont engagés pour saisir l'appréhension de la réalité du monde social. On a des questions qui, du coup, très variables aussi en termes de sur quoi on travaille. Est-ce qu'on travaille des positions de principe et des dimensions éthiques? Est-ce qu'on travaille des idées et des concepts? Est-ce qu'on travaille des postures pratiques? Est-ce qu'on travaille le vécu des personnes par rapport à des expériences? J'entends que là, il y a aussi des choix qui nous emmènent vers des polarisations potentielles du type de travail qu'on fait. Ce qui ressort de façon générale, c'est l'extrêmement faible nombre de personnes formées, la très faible place globalement de ce travail-là, avec des effets que disait Brahim, des inégalités selon les sites. Si on a des SP qui sont organisés selon les sites, c'est qu'évidemment, le fait que ça repose sur des individus qui font ça sur leur choix de cours, fait qu'il va y avoir une offre qui elle-même est inégalement distribuée dans l'espace. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un travail, alors il y a un travail d'articulation, mais en même temps un travail qui repose beaucoup sur des individus et des mobilisations individuelles, et du coup qui sont liés aussi à des spécialités de recherche et ou à des intérêts d'aborder plutôt telle ou telle chose avec tel ou tel cadre d'analyse. J'entends à travers ça des tensions entre des enjeux scientifiques, des intérêts de recherche, des enjeux de nature professionnelle et puis des enjeux d'agenda politique, voilà, qui tiraillent chacun à sa façon. J'entends également des enjeux d'accrochage, je dirais, différents selon la structure de formation. On raisonne tronc commun, ou on raisonne parcours, on raisonne option, on raisonne journée spéciale, voilà. On l'accroche par où on peut, en fonction de nos propres positions et ancrages institutionnels. Voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, où sont les individus dans l'organisation et quel est leur niveau de responsabilité a des effets tout à fait importants sur les opportunités que ça génère. Deux derniers points que je voudrais pointer avant qu'on puisse ouvrir effectivement peut-être les enjeux d'interprétation, d'analyse des contraintes dans lesquelles on est et de comment on compose avec. C'est ce qui était dit autour des enjeux de saupoudrage, c'est-à-dire qu'il pose la question qu'est-ce qu'on appelle former des gens? Est-ce que former, c'est les exposer à une série de petits thèmes plus ou moins, voilà, ou quel lien en fait entre cette question et une stratégie de c'est quoi former des enseignants, c'est quoi former des CPE, c'est quoi former des professionnels de l'éducation de façon plus générale, et avec ce qui en découle un certain nombre d'enjeux pédagogiques. Du fait qui, on l'a dit, sont contraintes du fait du temps et de la visibilité politique variable, avec des effets. Quelle est la nature des méthodes qu'on choisit? Vous avez les uns et les autres évoqué des choix de méthodes, des choix de support, qui à la fois sont liés aux des contraintes, à la fois sont liés peut-être à des choix plus avancés, il faudrait se le dire. Et puis, dernière chose, oui, non, il me semble avoir fait le tour un petit peu des éléments que je relève. Voilà, tout ça pour commencer à dessiner rapidement cette espèce de champ de tension considérable au sein duquel on évolue. Alors, ce point de vue-là, voilà, comment vous abordez finalement ces champs de tension de manière un peu plus stratégique, et puis quelle interprétation vous faites au fond du contexte dans lequel vous évoluez, voilà, qui va expliquer des différences locales ou à l'intérieur des INSPE des choix et théoriques et pédagogiques, etc. Voilà, comment vous saisissez de cette situation? On commence par Montpellier. Brahim, Geneviève. Ouais. Je ne sais pas comment on se saisit de ces situations, comme on peut, j'ai envie de te dire. C'est cette idée de saupoudrage, moi, qui me freine le plus en réalité, parce que on a l'impression que les choses s'ouvrent, on a l'impression que on va pouvoir enfin travailler, et en réalité, on se retrouve ensuite avec des marges de manœuvre complètement réduites. C'est-à-dire qu'il y a des items qui peuvent figurer comme ça dans les maquettes, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Ça me fait penser à l'EMC, à l'école, ça, où justement la diversité, c'est l'article dont Brahim parlait.
Donc, mais moi, comme le disait Julien, et là je vais pouvoir être très positive, moi j'ai une chance inouïe, c'est que je m'occupe du master CPE et que là, c'est très plaisant. C'est-à-dire que je me régale. Je travaille avec des étudiants qui sont très sensibles à cette question. Une grosse partie de mon emploi du temps est consacrée à ça. Et ça me permet de prendre des grands temps de respiration. Je parlais tout à l'heure aussi de la communauté thématique de recherche sur la discrimination, qui permet de tenir parce que face au saupoudrage, face aux contraintes, face au productivisme, face à ce que tu connais bien, Fabrice, puisque tu vois bien qu'aussi qu'il y a à propos d'Acadiscrit, on voit bien qu'il y a des moments où il y a une opportunité, il y a une fenêtre de tir pour pouvoir faire les choses. Et on se demande si on vient alimenter une espèce de benchmark, ou alors si vraiment on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ça, cette tension, en fait, que je pointerai sur le fait que tout à coup, il y a des items qui doivent entrer dans les gouvernances, dans les politiques. Et hier, j'étais au conseil de faculté d'éducation et le président de l'université a parlé de ces questions nouvelles qui devaient être mises à l'ordre du jour. Voilà. Mais c'est une tension. Brahim ? Ouais, moi je rajouterais juste un petit truc par rapport à comment est-ce qu'on s'en saisit. Il y a ce qu'on fait, encore une fois j'insiste sur le fait qu'il y a les dynamiques individuelles. Ça moi je l'ai vu, encore une fois par l'enquête, je le vois au quotidien. Après il y a j'allais dire faire résistance. Il y a un peu même si ce n'est pas ce qui est à la mode, même si ce n'est pas ce qui est prôné par les maquettes, c'est le fait de diffuser cette information, ce besoin du côté des enseignants. Et donc, de faire un peu tâche d'huile. Peut-être aussi d'autoriser, entre guillemets, autoriser les collègues à s'emparer de ça. Leur dire, bah oui, ça, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte. Pas de manière un peu biaisée. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, dans le domaine des langues, d'aborder ça aussi par les langues, par les cultures, mais de manière un peu sur la question des variations, sur la question de l'intégration de l'autre. Et ça, je pense que c'est aussi une manière de faire. Et j'avoue que moi, une de mes petites victoires, mais c'est là où chacun y va avec son comment on dit, pas le bâton de berger, je n'arrive pas à trouver le terme. Mais c'est, en gros, ma petite victoire, c'est lorsque j'ai réussi à avoir une UE, formation à l'interculturalité, dans un des masters dont je suis responsable. Mais il a fallu que je me batte auprès de la direction pour cela. Donc, c'est constamment cette petite victoire, finalement, qui, à un moment donné, donne une existence, donne une visibilité. Je crois que c'est ça aussi. Tout à l'heure, Ariane disait que ce n'était pas, ou je crois que c'était Ariane, et quelqu'un parlait de l'invisibilité des actions. Et je crois qu'une première action, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Parce que ça fait exister, ça vous le savez aussi bien que moi. Et c'est une manière de faire apparaître sur les maquettes, par l'intitulé d'une UE, d'en faire parler par les étudiants. Moi, je profite de parler des étudiants, parfois même pour d'autres thèmes. Je leur dis, mais allez dire ça, que c'est important, c'est gentil de me dire que c'est important et que ça vous fait progresser dans votre façon d'enseigner, mais faites-le remonter auprès des directions. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ok, merci. On continue par Créteil sur la lecture un petit peu du contexte institutionnel, puis vos choix stratégiques par rapport à ça. D'accord. Alors, Fanny s'excuse, elle a dû partir, donc je vais parler en de nos deux noms pour sur cet aspect-là. Alors, comment on se saisit de ces questions-là à Créteil, hein. Donc, on a un petit peu, ce matin, en parlant de territoire, de Créteil comme étant un territoire étiqueté comme territoire perdu, donc, et qui se situe en plein cœur du pouvoir, hein, faut le dire aussi. Donc, cette proximité de Créteil avec le pouvoir
fait que constamment, il y a beaucoup de tentatives d'immixtion du politique directement dans l'action qu'on peut mettre en place. Et ça, je dirais que c'est la principale difficulté qu'on a. Et ça s'est traduit. Alors, tu disais tout à l'heure, Fabrice, qu'on a peut-être, on choisit d'aller plus au conflit. Bon, ça, faudrait distinguer les choses parce que le conflit, on peut le mener aussi plutôt au niveau du labo qu'au niveau de l'INSEE, parce que de toute façon, à l'INSPE, il y a, et tu l'as souligné ça aussi, la dimension rapport de force, la question de la politisation à l'INSPE est quand même un petit peu compliquée. Donc, et de ce point de vue-là, on fait pareil comme les autres collègues. Hein, on édulcore par les intitulés d'UE qu'on peut proposer, mais ça n'empêche pas que dans les contenus de cours, qu'on puisse effectivement traiter des questions et aborder les choses comme on le souhaite. Donc, il y a la question de l'affichage, justement, qui, là, on va essayer de céder un petit peu là-dessus, mais voilà. Et ce que je peux dire aussi par rapport à la situation de Créteil, c'est, parlant de ressources humaines, alors c'est du fait de cette forte présence quand même du politique à l'INSPE de Créteil, il y a une très forte tension, il faut le dire, entre formateurs et formatrices sur ces questions-là. On a vraiment une polarisation et qui est apparue par exemple avec à l'occasion de l'interdiction du foulard dans les INSPE et après les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Donc, ça revient très souvent aussi, là, comme après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, un contexte quand même qui en lui-même est assez... les formateurs et formatrices sont très polarisés là-dessus et nous, ce qu'on a pu, la chance qu'on a, je trouve, c'est d'avoir réussi à constituer comme ça un groupe assez solide, hein, par le hasard des recrutements, je pense, un groupe de 5 personnes qui peuvent compter sur cette force du groupe pour pouvoir avancer et proposer des choses. Donc, stratégiquement, voilà, il y a d'autres moyens de procéder. La réflexion sur les maquettes a été aussi évoquée et nous, par exemple, on a fait le choix, alors même que c'était très discuté par certains collègues, notamment d'histoire, qui ont souhaité ne pas en faire partie pour des raisons qui étaient partagées. Nous, on a fait le choix d'en être justement parce qu'on sait que ces questions-là, elles méritent d'être affichées et si on n'est pas là pour le défendre, il n'y aura rien à l'arrivée. Donc, c'est des choix stratégiques de cette sorte-là qu'on essaye on essaye de faire et toujours dans le fait de se positionner aussi, par exemple, à d'autres instances et dispositifs, comme je l'ai fait, par exemple, sur la référence sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'UPEC. Là aussi, des enjeux de positionnement, toujours pour essayer quand même de rendre visible une question qui est invisibilisée d'une manière générale. Donc, voilà, c'est ça. Donc, après, un travail vraiment de synergie et de collaboration qui nous permet d'avancer sur ces questions-là et de faire bloc. Et il faudrait relever quand même que c'est des moments qui peuvent être assez conflictuels. Et donc, ce travail de groupe nous permet de faire face et de continuer à avancer.
Donc, c'est ça que oui, j'entends au moins 3 éléments sur lesquels on pourra revenir après de façon un petit peu transversale là, dans ce qu'on se dit, c'est-à-dire des enjeux de collectivisation qui passent aussi peut-être par des stratégies de recrutement. Ça pourrait être une question qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce que c'est un enjeu qui est travaillé ou pas et à quelle échelle? Est-ce qu'on recrute des gens sur ces questions au profil de poste? Créteil est un bon exemple sur la question des manipulations de fiches de poste, par exemple, quand on recrute des gens sur ces thématiques-là. On y reviendra peut-être pour celles et ceux qui ne verraient pas l'allusion, enfin sur quoi repose l'allusion, j'y reviendrai, ou Francine. Les questions d'affichage, de choix d'affichage, c'est-à-dire en quelle mesure on utilise des opportunités pour poser les problèmes et sous quelles étiquettes, ou au contraire on les floute pour avoir des espaces dans lesquels on pourra quand même faire quelque chose. Et puis des questions de positionnement stratégique institutionnel. Voilà, est-ce qu'on va s'inscrire effectivement dans une stratégie qui est d'utiliser les ressources de l'institution, les ressources de légitimation de l'institution. Aix-Marseille, et puis on termine par Bordeaux. En fait, bizarrement, quand je t'entends parler, j'ai oublié toute une partie de ma casquette, en fait. Et donc, donc puisque je m'occupe de tous les enseignements qui sont donnés en licence, en fait, aux étudiants de L2 et de L3. Et alors, pour le coup, en fait, cette dimension-là, pour l'instant, dans ces enseignements-là, est très peu abordée. Et en même temps, en fait, ça fait partie de la reconstruction sur laquelle on essaye de travailler actuellement. Enfin voilà, dans ce sens-là, en fait, là-dessus, moi, je sens pas, mais peut-être que je me trompe, la conflictualité qu'il peut y avoir autour de ces questions-là à l'INSPE de Créteil. Par contre, peut-être qu'il y a un affichage moindre, en fait, autour de ces enjeux-là. Mais le fait de pouvoir travailler sur ces questions-là, et enfin, je pensais à ça par rapport au saupoudrage, en fait, c'est-à-dire que là, ce à quoi on essaye de travailler sur ces options-là, c'est que les étudiants puissent travailler en L2, en L3, en M1, en M2 sur des questions qui reprennent de manière régulière, en fait, avec donc pas juste une conférence à un moment donné en M1 sur la question de la laïcité ou un truc sur les égalités filles-garçons en M2, etc. Et de pouvoir faire un vrai continuum. Alors, je vous dis pas du tout qu'on est arrivé au bout du truc, parce que on en est au tout début. Mais voilà, bizarrement, j'avais occulté cette partie-là. Je voulais juste la livrer un tout petit peu. Et avec aussi un élément, le dernier, c'est que en fait, dans ce cadre-là, j'essaye désespérément, j'y suis pas encore arrivé, parce que c'est un élément qui me semble important, de faire vivre à ces étudiants en L2 et en L3 des expériences. Alors, ils ont des stages, en fait, dans ce cadre de ces options, mais on essaye, en fait, de travailler avec des associations où ils pourraient s'engager dans la diversité. Donc cette année, il y en a quelques-uns qui sont engagés dans un projet Each One, qui est un projet de travail avec des jeunes migrants. On a travaillé avec la FEV. C'est pas simple en fait, mais voilà. Donc il y a ça aussi en fait sur cet élément-là, c'est que on essaye qu'ils aient des expériences concrètes de la diversité au cours de leur sociabilisation dès la seconde année de licence. Alors, moi, je voulais juste revenir sur un aspect peut-être personnellement je me sens un peu schizophrène parce que en tant que formatrice, chercheuse, mon plus grand désir, c'est de pouvoir travailler sur des temps longs, d'avoir du temps pour déployer toute une réflexion avec les étudiants. Et quand je prends ma casquette de coordonnatrice du tronc commun, les plus grandes contraintes que je trouve, c'est une inflation des thématiques en termes de culture commune. Et l'impossibilité de hiérarchiser, comment hiérarchiser entre les élèves à besoins éducatifs particuliers, l'inégalité filles-garçons, l'éducation numérique, enfin voilà, sur des thématiques qui sont qu'on pourrait faire grossir à l'infini, et en même temps un temps dédié à la culture commune qui se réduit de plus en plus. Et où du coup, on en arrive à ce saupoudrage parce que faire des arbitrages entre thématiques, c'est faire des arbitrages aussi en termes de ressources humaines. Et puis, enfin voilà, c'est trouver des critères sur lesquels on fait ces arbitrages. Et c'est vrai que il y a ensuite ce qu'on peut voir aussi, c'est
par exemple, je pense aux élèves à besoins éducatifs particuliers, une circulaire qui a été sortie au niveau national avec un certain nombre d'heures. Et on voit bien qu'il y a des thématiques qui se structurent politiquement, enfin au sens large, au niveau national, et qui arrivent du coup à imposer un certain cadre, alors que d'autres thématiques ne le peuvent pas. Et voilà. Enfin moi, je trouve que la plus grosse contrainte en termes de formation à l'INSPE, c'est cette inflation de thématiques et ce nombre d'heures restreint. J'ai pas de solution ni de stratégie à proposer pour améliorer les choses pour le moment. Pour Bordeaux, Charles ? Oui, alors nous, on a plutôt... je voudrais juste revenir sur notre dispositif parce qu'on est sur ces 2 heures TD qui sont dupliquées 30 fois finalement sur 30 groupes différents. Et donc, on est sur la stratégie qui pourrait apparaître comme du saupoudrage, mais qu'on essaye de compenser par le fait... d'inscrire cela dans un continuum de formation, puisqu'il y a déjà eu des formations sur la laïcité et la diversité dans les semestres précédents. Donc, il y a quand même un travail de coordination avec les responsables des autres modules. Et puis, alors, on est censé être girondin à Bordeaux, mais finalement, on est relativement jacobin. Il y a ce kit, en fait, qui est construit de manière collaborative et coordonné, et qui finalement est dupliqué, customisé en fonction de chacun, mais qui fait qu'il y a un contenu minimal qui est dispensé à l'ensemble des étudiants de l'INSPE, mais uniquement sur 2 heures. Alors cela dit, en fait, les sondages qui sont faits sur WooClap à l'issue des cours, 90% en fait en moyenne trouvent le module utile. Et avec des différences selon les disciplines, c'est un autre enjeu, parce que les professeurs de mathématiques, par exemple, ne sont que 66% à trouver la formation utile, ça monte à 100% en lettres, en histoire géo, en CP. Donc la difficulté de proposer un contenu qui rejoigne les différentes disciplines n'est pas mince. Et 80% estiment avoir découvert des outils qui leur permettent de gérer des événements comme Minute de silence, qui pour le coup peuvent concerner un enseignant de mathématiques comme un enseignant d'histoire géo. Et ils ont l'impression d'avoir un kit de survie minimale. Ce qui est très compliqué en fait dans les dispositifs, c'est que dans la compétition pour les heures, quand il y a des renégociations pour des nouvelles maquettes, la peur de perdre fait que la tendance naturelle est de reconduire le dispositif par crainte que ça soit perdu. Donc finalement, il y a une forme d'inertie qui est assez importante. Et sur ce qui concerne la conflictualité entre formateurs, elle a pu être forte il y a 4-5 ans entre philosophes et historiens, notamment les philosophes étant sur une ligne, on pourrait dire, péniarusienne, et les historiens peut-être davantage sur une ligne conception plus libérale de la laïcité. Il y a eu en fait un effort peut-être de dialogue interculturel entre les deux conceptions, et je crois qu'on est arrivé à une forme de bonne intelligence qui fait que on sait qu'on va présenter aux étudiants des interprétations et des visions de la laïcité qui sont plurielles, mais que ça ne nous empêche pas de coopérer ensemble et de travailler ensemble, et qu'on peut, si on a le cadre réglementaire comme cadre collectif de travail, avoir après des conceptions philosophiques de la laïcité qui peuvent être divergentes. Et donc c'est aussi un appel pour que dans la salle des profs, où les conceptions de la laïcité peuvent être très divergentes, promouvoir les possibilités de reconnaissance des diverses convictions concernant les philosophies de la reconnaissance et de la laïcité. Merci. Donc plusieurs effectivement leviers stratégiques qui sont mobilisés, dont on peut rajouter là, le dernier, c'est-à-dire des choix plutôt défensifs, ou plutôt, je l'entends d'ailleurs, je reformule comme ça un petit peu en disant on a quelque chose, au moins ça on le garde, ou des stratégies plutôt offensives qui étaient posées sur Créteil, allons sur les maquettes pour essayer d'aller plus loin, et qui dépendent probablement effectivement de l'état des rapports de force autour de ces questions. Ce serait
en quelle mesure voilà, le collectif repose sur quoi, repose sur qui, repose sur quel intéressement des collègues. Donc il y a peut-être ça qui est sous-jacent. Et j'entends aussi qui traverse notre réflexion les tensions professionnelles en tant que travailleur que ça pose, la schizophrénie évoquée par Ariane. J'entendais Geneviève qui disait que faut tenir au travail aussi, et que tenir au travail, c'est aussi pouvoir investir des niches dans lesquelles on va pouvoir avoir le sentiment de souffler, de faire du travail qui a du sens, etc., par rapport à un cadre plus global qui peut être déprimant, épuisant, etc. Voilà. Donc, si on rajoute ces éléments-là. Je faisais une petite allusion. Est-ce que Francine, tu veux dire un petit mot sur la question de la fiche de poste? Parce qu'elle est significative pour le coup, peut-être effectivement, de la situation politique singulière de Créteil, à la fois en termes de choix de cadrage théorique, mais du coup de revers politique aussi, de conséquences politiques. Carrément, effectivement, on a dans le cadre de la campagne en cours, le recrutement a été fait enfin, quand même, ça s'est bien passé. Donc, on avait proposé une fiche de poste, donc Gaëlle Pasquier et moi-même, qui était chargée de l'écrire en tant que responsable de l'axe Parsi. Et une fiche de poste dans laquelle on avait affiché nos ambitions et nos intentions, où on pouvait retrouver les notions de race, de genre, etc. Donc, cette fiche de poste qui a été validée, qui a suivi toute la démarche requise, validée par toutes les instances de l'université, publiée sur le site de Galaxy, juste au début de l'ouverture de la campagne, a été modifiée par on ne sait qui jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors ça a fait le tollé que vous avez pu entendre dans les médias. Donc, on s'est saisi de l'affaire quand on a été au courant. On a demandé des comptes à l'université et tout le monde s'est, commençant par la direction de l'INSPE, la présidence de l'UPEC, personne ne savait qui avait fait quoi. Donc, mais toujours il était dit que la fiche avait été réécrite. Et vous imaginez bien tout ce qui a été dégagé de la fiche. Donc, les notions de race avaient disparu, genre, etc., pour ne plus parler que d'inégalité de classe. Voilà. Donc, ça, c'est assez révélateur du contexte à Créteil. Et c'était pile poil au moment où il y avait toute la polémique sur l'islamo-gauchisme initiée par la ministre Vidal. Donc, il y a eu cet épisode-là et les choses ont été rétablies, heureusement. La fiche republiée en l'état, la fiche initiale a été republiée en fin de compte. Donc, c'est pour dire effectivement que il y a des tensions de ce type-là qui sont assez révélatrices de la mainmise du politique quand même, pour moi, la volonté du politique d'intervenir directement. Et là, cette fois, on n'était pas... c'est vrai que c'est un poste qui était adossé à l'INSPE, mais c'était dans le volet recherche. Donc, l'intervention, elle arrive quand même dans la partie recherche et qui, justement, posait la question des libertés académiques. Et donc, on a eu affaire à cet épisode-là et qui, vous le savez aussi, renvoie à un épisode précédent, cette fois-là, il y a quelques années, autour du colloque qui avait failli être interdit. Donc, rapport de force politique, mais voilà, rapport de force aussi à l'intérieur du champ académique. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans quelque chose qui est d'un rapport externe. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord dans le nous de la collectivité académique, nécessairement sur les concepts, les manières de poser les choses. Et j'imagine, évidemment, tous ces enjeux-là, de grille de lecture, de cadre conceptuel, irriguent également le rapport aux étudiants, aux futurs enseignants, futurs CPE, et génèrent de la controverse, du conflit, de la polémique potentiellement aussi.
Il est 19h05 à ma montre, donc on a déjà dépassé de 5 minutes le temps officiel. Est-ce qu'on a un petit moment pour qu'on peut le prolonger, de s'accorder pour un petit quart d'heure, quart d'heure, 20 minutes maximum? Un quart d'heure? Voilà, on se donne un quart d'heure pour ouvrir la discussion à partir de ces éléments. Merci à toutes de ramener ces éléments. Voilà. Merci. Oui, il faut qu'on fasse avec les contraintes de la maison qui nous accueille. On se donne un quart d'heure maximum. Alors, je ne sais pas, du coup, à la fois les personnes qui sont en visio, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, soit des questions, soit de la discussion autour de ces éléments-là. Mais ce que je vous proposerais, c'est qu'on ait en tête les enjeux de nature stratégique pour notre réseau international éducation et diversité, de se dire, voilà, qu'est-ce que ça nous donne à penser, cette situation, et comment le RIED pourrait être une ressource, à quelles conditions, qu'est-ce qui nous intéresserait que le RIED puisse être ou faire, qui nous permettent d'avancer sur ces problématiques concrètes d'implantation dans la formation. Voilà, je ne sais pas qui... Je vois Maryse, mais par contre, je vais demander de l'aide pour accéder à l'écran qui me permettrait de voir... Je vois que... Qui lève la main? Maryse, je te donne la parole. Émilie Souiri est encore en ligne et a une mission à Nice. Peut-être qu'elle voudrait parler aussi. Une mission? Comment ça, une mission? Non, attends, la parole est à Maryse d'abord, et puis Émilie, si tu as envie de prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je crois que Françoise tendait une perche pour dire « et l'Académie de Nice ». C'est pas ça un peu, Françoise? Émilie, que tu avais annoncé une mission de type organisationnel dans l'université? Non, j'ai été référente égalité homme-femme. Ah, c'est ça. Mais je ne le suis plus. Ah, d'accord. Alors, Maryse, là, il y a un écho, je pense, quand je parle. Je ne sais pas si c'est juste moi de mon côté ou... En tout cas, ça va? Oui? OK. Écoutez, moi, je trouve ça... en fait, je reviens un peu à des idées qui ont émergé il y a quand même assez longtemps. Au début même du RIED, on voulait penser à des projets... des projets comparatifs avec la France, la Suisse, la Belgique, le Québec. Et on avait déposé un projet ANR avec Françoise, donc on en a parlé hier justement. Et l'idée serait peut-être intéressante de repenser à redéposer ce type de projet-là pour un peu cartographier ce qui se fait dans les cours, dans les programmes, dans les institutions, dans les... Mais donc, on a une base de réflexion autour de ça. Je trouve ça intéressant que les gens se réunissent pour partager. Nous, on a fait un peu le même processus au Québec. Comme vous savez, on a un réseau au Québec qui date de 2012 à peu près, qu'on a commencé à réunir avec les 12 universités québécoises pour voir comment la formation se joue, se fait, s'effectue. Donc, on a commencé à cartographier les cours, les programmes. Ensuite, on a fait des travaux comparatifs sur les approches, l'éducation antiraciste, inclusive, les différentes approches et ce qui est partagé par les gens. Donc, je pense qu'il y aurait une belle mise en commun qui serait possible de faire avec le Québec en particulier et probablement aussi avec la Belgique et la Suisse, puisqu'on est 4 pays francophones. Donc, j'ouvre la porte un peu à cette réflexion avec vous. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à cette mise en commun. D'abord, ça permet aussi de consolider ce qui se fait en France indirectement, d'une certaine façon. Mais bon. Alors voilà, quid de la possibilité de structurer quelque chose en France, de notre intérêt peut-être d'aller vers ça Oui, je crois
je crois que même en n'étant pas... Pardon, il y a le déco. Non, ça va? Ouais, vas-y, Émilie. Même en n'étant plus chargée de mission, je suis en contact très proche avec la chargée de mission laïcité à l'INSPE de Nice. Et effectivement, si on pouvait faire le lien entre toutes les chargées de mission laïcité, et de façon à avoir des discussions avec le Canada, avec la Suisse aussi, il y aurait, j'ai envie de dire, c'est la fin de journée, moyen de moyenner. mais effectivement, ça pourrait être un très beau projet. C'est québécois, ça. Alors là, on est en train d'évoquer pour la France l'entrée par des statuts institutionnels, d'accord, chargés de mission laïcité, il y a les chargés de mission racisme et antisémitisme, il y a les chargés de mission égalité diversité, il y a égalité femmes-hommes, etc. Ces réseaux institutionnels qui ramènent dans la discussion d'autres enjeux aussi, qui sont pas seulement des enjeux, j'ai envie de dire, comment monter en pédagogie, en légitimation de contenu de formation, etc. Je ne les connais pas tous, mais par exemple, sur le réseau des référents racisme et antisémitisme, il y a des vrais enjeux de nature idéologique ou paradigmatique. Enfin voilà, il y a de la bataille politique, d'une certaine manière, qui irrigue ces réseaux institutionnels, parce qu'effectivement, il y a du désaccord, et scientifique et politique, autour des manières, par exemple, d'aborder les problématiques du racisme et de l'antisémitisme en France en général dans la recherche, et puis au sein des universités, etc. Voilà. Donc voilà, quid de l'entrée par ces réseaux institutionnels ou plutôt par des espaces collectifs, ce que voulait être un petit peu le RIED, d'espaces collectifs de partage. Enfin, qu'en dites-vous? Cette tentative auprès de l'ANR, vous avez une idée des raisons pour lesquelles elle a échoué? C'est améliorable? Est-ce que le jury vous a donné des indications suffisamment utiles pour qu'on puisse améliorer le projet? Parce que je fais l'expérience de ça. L'Institut Convergence avait échoué dans un premier temps, le projet. Mais enfin, on a eu de la part du jury international des remarques extrêmement précieuses, utiles, qu'on a bien suivi à la lettre, et ensuite ça a marché. Et bon, c'est quand même très précieux de pouvoir conserver un espace quand même très indépendant, avec un budget pluriannuel pendant plusieurs années. Enfin, donc moi, je sais pas, je serais... Alors, c'est parce que je me suis occupé aussi du département SHS de l'ANR pendant plusieurs années, donc j'ai un peu cette expérience-là. Mais souvent, des projets intéressants qui ont échoué de près, alors que maintenant les taux de succès ont réaugmenté, qui ont échoué de près, renoncent, et on se dit, tiens, mais quel dommage, ils ne reviennent pas alors qu'ils auraient pu... voilà. Donc moi, je vous incite plutôt à essayer de reprendre le projet, à regarder de près les évaluations, peut-être, je ne sais pas, que l'équipe ou le calendrier ou la division des travaux n'était pas suffisamment affinée, j'en sais rien. Enfin, mais c'est toujours améliorable, ces projets, parce que franchement, vous avez de sacrés atouts. Vous avez un réseau international qui n'est pas fictif, qui est vraiment réel. Il faut, dès les premiers paragraphes, décrire de façon très précise le projet et quelle est l'énorme lacune que vous voulez combler. Et là, manifestement, on a une grosse lacune, c'est qu'on ne sait pas trop, finalement, comment toutes ces choses-là s'organisent d'un pays à l'autre, comment pourraient circuler les bonnes pratiques, etc. Enfin, moi, je vous encourage à faire ça. Voilà, si je peux me permettre de vous donner des conseils. Oui, merci. C'est un projet ANR FRQSC. Je ne sais pas si vous connaissez le concours. Là, c'était tout à fait un projet qui peut être remanié et redéposable.
Il a été fait il y a un certain temps quand même, il y a 2-3 ans quand même, 3-4 ans peut-être, mais je pense qu'on peut le retravailler facilement avec l'état des discussions et tout ce qu'on fait depuis Marseille, en fait depuis Montréal, depuis 2012, 2013. Ça fait déjà, il y a toute une réflexion qui s'est développée. Il y a eu plusieurs publications, ouvrages collectifs, mais aussi revues scientifiques, etc. Donc, il y a vraiment un matériau qui est précieux, qui est là, qu'il faudrait effectivement. Et effectivement, si je peux juste deux mots. Françoise. Fabrice était dans cette initiative, Charles aussi, différentes personnes. On avait réussi à intéresser de façon assez volontariste 6 SP, c'était les SP à l'époque, françaises, et du côté québécois, les 12 universités québécoises étaient impliquées. C'était donc un projet bilatéral et avec des situations, disons, épistémologiques, institutionnelles, très contrastées. Et on avait essayé de jouer sur ce contraste comme d'un argument en disant nous avons des problèmes, des questions que nous posons, nous pouvons profiter de certaines avancées conceptuelles du Québec et eux, il fallait aussi qu'ils puissent profiter de nos questions. Donc, on avait imaginé un système de mutualisation des questions et des avancées. Je crois que nous avons néanmoins été mal jugés. On a quand même passé les premiers stades, hein, et au total, c'était assez bon comme appréciation, mais on sait très bien que c'est pas dans l'appréciation qu'on trouve les raisons pour lesquelles on n'a pas été pris. En fait, on a un des motifs qui paraissait saillant, c'est le conflit de normativité au sein de notre projet, avec une certaine, c'était Maryse qui l'avait finalement déposé. Hein, on avait déposé sur le côté québécois, et la normativité, le type de questionnement avec l'appui normatif par derrière, qui est le questionnement québécois, n'a pas été bien reçu côté français, je crois. En fait, alors, juste, si vous voulez, je propose que sur la question stratégique ANR, on le continue peut-être après, parce que Charles, tu voudrais parler, et juste ce que je voudrais introduire, c'est un élément de nature stratégique aussi pour le RIED, c'est de se dire, c'était une idée qui avait de pouvoir identifier qui faisait quoi, qui était intéressé à travers cette enquête sur l'état des pratiques. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça nous paraît être un bon levier pour effectivement pouvoir enclencher quelque chose de collectif qui va légitimer. Enfin voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on puisse se dire. Charles? Oui, non, c'était juste un élément pour évoquer les académies Erasmus+, des enseignants. Et je ne sais pas du tout, enfin c'est vraiment une question ouverte, puisque j'ai été sollicité à l'échelle de l'INSPE de l'Académie de Bordeaux sur cette question-là. Il consiste à créer des espaces de formation transnationaux à l'échelle européenne, mais ouvertes à des partenaires non européens. Et je ne sais pas dans quelle mesure vos INSPE, si l'INSPE de Marseille est impliqué dans cette aventure, et si au sein de ces espaces européens de formation, des thématiques sur la diversité ethno-religieuse pourraient trouver un lieu d'accueil et un endroit pour s'épanouir. Oui. Alors moi, c'est plus une remarque vue de l'extérieur, puisque je suis pas particulièrement membre du RIED, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je participe et je travaille pas directement sur les questions ethno-religieuses. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas partie du RIED. Mais ce que je vois par rapport à d'autres thématiques, je pense que cette idée d'ANR, elle est intéressante si c'est un premier pas pour autre chose. C'est-à-dire que il me semble que les thématiques qui arrivent à s'imposer en formation, ce sont des thématiques où en fait des groupes se sont constitués en groupes de pression
ont l'oreille à un moment. Alors évidemment, je pense que le contexte actuel sur ces thématiques-là n'est pas forcément ouvert, mais ont à un moment donné l'oreille du ministère, où cette thématique devient est appuyée à un moment par l'institution, que ce soit localement ou nationalement. Et bon, à long terme, si vous voulez avoir une stratégie pour que ces thématiques entrent réellement en formation, je pense qu'il faudra, mais peut-être en s'appuyant effectivement sur les résultats d'une ANR, trouver des moyens d'action pour se faire entendre plus largement. Et Geneviève et Brahim ont dû visiblement nous quitter. Malek, Julien, Francine, sur cette question un petit peu de stratégie, et puis on va clore notre... Est-ce que vous souhaitez... non ? Alors, oui, peut-être non. Moi, juste... Francine je rajouterai pas grand-chose, sinon d'appuyer cette... l'idée de relancer peut-être cette initiative autour de l'ANR. Moi, je trouve que ça peut permettre effectivement d'appuyer notre action par des travaux de recherche et peut-être là derrière pouvoir appuyer nos formations sur ce type d'initiative. Je pense que ça pourrait être intéressant. On a déjà des bases assez solides, ça a été rappelé. Après, il faudrait voir. Mais je suis moins optimiste sur le fait que ça puisse... l'idée d'avoir des appuis institutionnels sur cette question-là, bon... faut voir, mais voilà. Je pense que la recherche fait avancer aussi l'action en termes de formation. Si on fait le lien avec ce qui s'est passé pour les questions d'inégalité filles-garçons sur le genre, qui là aussi a quand même connu beaucoup de résistance et qui s'est structuré par ce type d'initiative. Et là, pour le coup... Est-ce que ce sera la même chose pour les questions de discrimination ethno-raciale? Pourquoi pas, mais... En tout cas, il y a de l'inspiration effectivement sur cette stratégie-là. Un petit mot avant de passer la parole à Julien pour clôturer ce moment. C'est juste, puisque ça a été évoqué en filigrane depuis hier, ramener l'information sur l'enquête Acadiscri, sur l'expérience des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est soutenue par l'Institut Convergence Migration notamment, merci, et qui porte donc sur l'expérience des étudiants et des personnels en formation. Alors, ce qui est une autre manière, non pas comment on forme sur ces questions-là, mais qui va être aussi de ramener l'expérience que l'on vit dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, y compris, est-ce que les futurs enseignants et CPE, qu'est-ce qu'ils vivent aussi dans leur formation de ces questions-là sous l'angle des discriminations et des inégalités de traitement, qui peut être aussi contribuer aussi à poser un certain nombre de questions auxquelles la formation aura sûrement des choses à dire. Alors, moi je vais conclure de manière très rapide. Ça a été 2 journées absolument formidables et j'ai été ravi qu'on puisse vous accueillir ici sur Zoom, etc. Et on va devoir clore cette journée puisqu'on a couru un peu derrière le temps pendant ces 2 journées, mais je pense que c'est aussi parce qu'on avait une matière absolument extraordinaire à échanger et que ça a été 2 journées extrêmement riches. On reviendra certainement vers vous parce que avec Françoise et Valérie, on réfléchit aussi à une publication qui pourrait structurer nos échanges et qui pourrait d'ailleurs, celles et ceux qui ont des idées de support, on a commencé à contacter des revues pour pouvoir pour avoir un support qui laisse une trace en fait de ces échanges-là, même si tous ces échanges, je vous le rappelle, ont été enregistrés, donc qui vont être disponibles aussi. Donc c'est un élément auquel on tenait avec Françoise et Valérie, que on garde une trace de ça. Mais bon voilà, on aimerait aussi arriver à publier quelque chose après, donc on va y réfléchir, et si vous pouvez y réfléchir aussi de votre côté, ce sera formidable. Voilà, je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée. Le prochain article, c'est en juillet, non pas plus,
mais en juillet 2022. Voilà, donc je répète ce qu'a dit Françoise parce que vous avez sans doute pas entendu. Le prochain rendez-vous du RIED est en juillet, non pas prochain, mais en juillet 2022. À Bruxelles encore. Et d'ici là, bien évidemment, on peut aussi encore organiser d'autres journées à Créteil, à Nice, ailleurs, des journées intermédiaires. Merci beaucoup.